Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de la MPSC 3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la troisième partie du cours d'intégration des fonctions continues par morceau sur un segment. Et spécialement, on va essayer de voir quelques propriétés et quelques méthodes de calcul d'intégrale. Donc, dans les vidéos précédentes, on a essayé de définir l'intégrale ou la théorie d'intégration, la théorie de Riemann d'intégration sur les fonctions continues par morceau, sur l'espace des fonctions continues par morceau. Mais là, on va essayer de voir quelques méthodes pour le calcul d'intégrale. Et donc, spécialement, donc, je vais essayer de commencer par donner quelques majorations fondamentales et voir le lien entre ce qu'on appelle une primitive d'une certaine fonction et l'intégration des fonctions continues, ou le lien entre l'intégrale de Riemann des fonctions continues et l'intégrale au sens des primitifs. Alors, par la suite, I désignera toujours un intervalle de R. Et là, on va essayer d'étendre la définition des fonctions continues par morceau sur un segment aux fonctions continues par morceau sur un intervalle. Et donc, on appellera une fonction f définie sur un intervalle I de R, et on l'appellera une fonction continue par morceau s'il est continu par morceau sur n'importe quel segment de I. D'accord? Donc, quel que soit AB, un segment de I, il va exister une certaine subdivision de AB telle que f est constante sur les points sur les segments de la subdivision et prolongeable par continuité sur les points de la subdivision. D'accord? Et donc, voilà, je rappelle toujours la notation que nous avons déjà posée la dernière fois. C'est la notation intégrale de x et y qui sera en fait l'intégrale du xy sur le segment xy, c'est x inférieur strictement à y, et c'est moins l'intégrale de yx sur le segment yx, y inférieur strictement à x, et c'est 0, c'est x égale à y. Donc c'est une convention, c'est une orientation de l'intégrale, d'accord, de l'intégrale, et voilà. Donc, alors, la première des inégalités, qu'on va essayer d'aborder, c'est celle-là. Donc, étant donné f une fonction continue par morceau, alors on sait qu'elle est sur un segment AB. Alors, on sait qu'elle est bornée. Ceci, on l'a déjà vu. Elle est bornée par une constante m et m, grand M et petit m. Et ceci veut dire que f de x est comprise entre petit m et grand M, et par croissance de l'intégrale, alors on a l'intégrale de f de x, donc l'aire comprise entre la courbe de f et l'axe des abscisses, est supérieure à m fois b moins a, inférieur à m fois b moins a. Donc ceci veut dire que, alors graphiquement, vous voyez graphiquement que f est continue ou continue par morceau, donc sur un segment. Alors elle est bornée, et donc la courbe de f est comprise entre petit m et grand M, d'accord, entre la courbe y égale à m, à la droite y égale à petit m, y égale à grand M, et donc l'aire en jaune, donc l'aire comprise entre la courbe de la fonction f et l'axe y, la droite x égale à a, x égale à b, et l'axe des abscisses, est toujours supérieur à ce petit aire, donc l'aire de ce rectangle, est inférieur à l'aire de ce rectangle-là. D'accord? Ce rectangle. Voilà. Alors, la deuxième des inégalités, c'est l'inégalité de la moyenne. Donc, étant donné f et g deux fonctions continues par morceau, alors on aura l'intégrale, le module de l'intégrale de fg est inférieur au sup de f, 1 fois l'intégrale de g. En particulier, si on applique cette inégalité à f et 1, donc on aura en fait que l'intégrale de f
est inférieur au sup de f fois l'intégrale de 1 qui est b moins a. Alors là, pour la preuve, donc la preuve c'est juste, il provient juste du fait que l'intégrale, le module de l'intégrale de fg est inférieur à l'intégrale du module de fg. Ceci est une propriété que nous avons déjà vue dans la dernière vidéo. Et fg est inférieur au sup de f fois module de g ici, pardon, module de g. Et là aussi, et donc par croissance de l'intégrale, on obtient le théorème. Là, j'insiste sur le fait que sup de f existe parce que f est une fonction qui est continue par morceau sur le segment AB. Et c'est l'une des propriétés que nous avons déjà vues pour les fonctions continues par morceau. Alors, comme application de ce théorème, de cette inégalité, donc on va essayer de calculer la limite de l'intégrale entre epsilon a et epsilon b de cosinus t sur t quand epsilon tend vers 0. Alors pour a et b positifs strictement, et epsilon un nombre réel positif très proche de 0, assez petit, donc d'après le théorème précédent, donc on a cosinus de t est comprise entre cosinus epsilon a et cosinus epsilon b parce que cosinus est une fonction qui est décroissante au voisinage de 0 à droite de 0. Et donc voilà, donc on aura en fait ici cosinus, cette fonction est comprise entre cosinus epsilon b sur t et cosinus epsilon a sur t. L'intégrale entre epsilon a et epsilon b de 1 sur t, c'est ln de b sur a. Et du coup, on aura en fait, lorsqu'on tend epsilon vers 0 ici et là, on aura en fait que la limite de ce côté-là, c'est ln de b sur a, et la limite de ce côté-là, c'est ln de b sur a, et par suite, la limite de l'intégrale est égale à ln de b sur a. Alors, voilà, donc là, l'inégalité de... La troisième des inégalités, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'inégalité triangulaire ou l'inégalité de Minkowski. Donc, à une fonction f et g, une fonction continue par morceau, on va définir la quantité, on va noter la quantité, voilà, c'est pas vraiment la norme, mais bon, c'est l'intégrale de f carré, l'intégrale de module de f carré fois le tout racine carrée de la quantité. Et donc on aura en fait, on va dire en fait que ceci est une semi-norme, mais je reviendrai sur cette appellation. Donc on dira que l'intégrale de fg en module est inférieure à la semi-norme de f ou à la semi-norme de g. Et l'inégalité de Minkowski, c'est la semi-norme de f plus g est inférieure à la semi-norme de f plus la semi-norme de g. Alors, ceci, on l'a déjà vu pour les fonctions continues, d'accord, dans le cours des espaces pré-hilbertiens réels. Et donc, ceci, c'est juste les inégalités de Cauchy-Schwarz et de Minkowski associées au produit scalaire, l'intégrale de fg. Et donc, de la preuve, on va essayer de considérer la même chose, la même quantité, donc la même forme. Alors, on considère sur l'espace des fonctions continues par morceau, sur l'intervalle dans l'intervalle AB, supposons qu'on travaille dans R. Donc, la forme bilinéaire, c'est fg, l'intégrale de fg. Donc, c'est une forme qui est bien bilinéaire, symétrique et positive. Mais malheureusement, c'est pas du tout défini. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit que, alors, c'est pas du tout défini parce que l'intégrale de f carré, l'intégrale de f, donc ff, l'intégrale de f carré égale à 0, n'implique pas vraiment que f égale à 0 si f est juste continu par morceau. Mais si f est continu, oui, la fonction elle va être nulle. Voilà. Et donc c'est vraiment l'unique chose qui diffère les semi-normes et la norme. Donc une norme, il vérifie les trois propriétés, séparation, inégalité triangulaire et homogénéité. Mais une semi-norme, il vérifie que les deux dernières propriétés, c'est l'homogénéité, d'accord? Et donc lambda, il sort avec un module de lambda et l'inégalité triangulaire. Voilà.
Alors, donc, puisque c'est une forme qui est bilinéaire symétrique positive, donc il vérifie l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'inégalité de Minkowski. D'accord? C'est juste, si vous vous rappelez du cours des espaces pré-hertziens, dans la démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on n'utilise pas le fait que le produit scalaire est défini. Et l'inégalité de Minkowski provient de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Une fois que nous avons l'inégalité de Minkowski, nous avons l'inégalité de... une fois que nous avons l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'inégalité de Minkowski. Alors, si f et g sont des fonctions complexes, à valeur complexe, alors on a premièrement l'intégrale de fj module de l'intégrale de fg inférieur à l'intégrale de module de f module de g. Alors, module de f, module de g sont des fonctions à valeur réelle, d'accord? Et ce sont des fonctions aussi continues par Monceau. Et donc, on pourrait appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour les fonctions à valeur réelle. Et donc, ceci veut dire, ceci donnera en fait que l'intégrale de module de f module de g est inférieure à la semi-norme de module de f fois la semi-norme de module de g, mais la semi-norme de module de f, c'est exactement la semi-norme de f, et la semi-norme de module de g, c'est exactement la semi-norme de g. Alors aussi, la semi-norme de f plus g au carré, c'est l'intégrale de f plus g au carré, un module. Et module de f plus g est inférieur à module de f plus module de g au carré, puis la croissance de l'intégrale sur R, et ceci n'est autre que la semi-norme de module de f plus module de g au carré. Donc ce qui veut dire en fait que la semi-norme de f plus g est inférieure à la semi-norme de module de f plus module de g. Et donc, module de f et module de g sont des fonctions à valeur réelle. Et donc, on pourra aussi appliquer l'inégalité de Minkowski dans le cas réel. Et donc, c'est inférieur à la semi-norme de module de f plus la semi-norme de module de g, qui est la semi-norme de f plus la semi-norme de g. Voilà. Alors, l'autre inégalité, c'est l'inégalité de... Alors, pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc comme je viens de dire, alors pour les fonctions continues, pour deux fonctions, si f et g sont continues, alors on a égalité, donc le cas d'égalité, on a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz ou dans l'inégalité de Minkowski, si seulement si on a f et g sont collinéaires. Donc c'est la chose qui n'est pas du tout vraie pour les fonctions continues par Monceau, et c'est pour cela que j'écris ceci en rouge. Donc la condition est vraiment très fondamentale. Parce que là, en fait, on a besoin du fait que le produit scalaire est défini sur l'espace des fonctions continues sur l'intervalle AP. Voilà. Alors, l'invariance de l'intégrale par translation, donc c'est pas une inégalité, mais bon, c'est une propriété de l'intégrale. Alors, si on a une fonction f continue par morceau sur un intervalle AB, alors était un réel quelconque, on définit la fonction translation ft, la translater par t. Donc sur le translaté de l'intervalle AB par t, c'est a plus t, b plus t, qui a x fait correspond f de x moins t. Alors ft est une fonction qui est continue par morceau sur l'intervalle a plus t, b plus t, d'accord? Et de plus, l'intégrale entre a plus t et b plus t de f de x moins t, c'est l'intégrale de f de x entre a et b. C'est juste un petit changement de variable qu'on utilise d'habitude. D'accord? C'est juste un changement de variable, mais bon, là on le voit différemment. Alors, si vous prenez par exemple f une fonction étagée, alors ici à la place de fonction continue par morceau, je vais essayer de prendre premièrement une fonction qui est étagée. Alors, on aura en fait, alors il va exister une certaine subdivision subordonnée à f, donc je vais la noter x0 égale à a, x1 jusqu'à xn.
Et donc, il va exister aussi des constantes, C1 jusqu'à Cn, dans K, telles que f restreint. Donc, la valeur prise par f, c'est CI dans l'intervalle x et plus 1. Alors, c'est pour cela on va essayer de considérer la subdivision de l'intervalle a plus t, b plus t, comme étant une translation de la subdivision de l'intervalle AP. Donc, taux indice T, c'est A plus T égale à x0 plus T, x1 plus T jusqu'à xn plus T, qui est B plus T. Donc, c'est une subdivision de l'intervalle A, A plus T, B plus T, et c'est bien une subdivision qui est subordonnée à Ft. Et de plus, la valeur prise par ft sur l'intervalle xi plus t, xi plus 1 plus t, c'est la même constante ci. Et donc, par définition de l'intégrale d'une fonction continue par morceau, donc l'intégrale de ft, c'est la somme des ck fois, soi-disant, xk plus 1 moins xk, qui est xk plus 1 plus t, moins xk plus t, c'est la somme des ck, xk plus 1 moins xk. Et puisque les xk ici, c'est une subdivision qui est bien subordonnée à f, donc ceci n'est autre que l'intégrale de f. Et donc le théorème est démontré pour les fonctions en escalier. Alors maintenant, si f est une fonction qui est continue par morceau à valeur réelle, cette fois-ci, alors par définition de l'intégrale, on a l'intégrale de ft, c'est le sup des intégrales des fonctions étagées, qui minore f, ft, et c'est le sup de même pour l'intégrale de phi moins t, donc parce qu'en fait ici le théorème est déjà démontré pour les fonctions étagées, donc l'intégrale de ft c'est l'intégrale de f, et c'est l'intégrale même de f moins t, c'est la même chose, donc parce que t est un réel. Donc l'intégrale de phi, puisque phi est étagé, donc l'intégrale de phi, c'est l'intégrale de phi moins t. C'est la même chose, avec phi une fonction étagée qui minore ft. Mais si phi moins t minore ft, alors phi minore f, et l'intégrale de phi moins t, c'est l'intégrale de phi. C'est la même chose. D'accord? Donc si phi moins t est une fonction qui minore, alors ici phi moins t, pardon, phi moins t. Alors si phi moins t est une fonction qui minore ft, alors phi minore f, et donc c'est le sup des intégrales de f, de phi, avec phi une fonction qui minore f, une fonction étagée qui minore f, et ça c'est l'intégrale de f de x dx entre a et b, par définition de l'intégrale. Alors pour le cas où la fonction est à valeur complexe, donc on écrit f sous forme de sa partie réelle plus i, la partie imaginaire, et on utilise la linéarité de l'intégrale et la propriété pour les fonctions à valeur réelle qui est la partie réelle et la partie imaginaire de l'intégrale. Alors pour dernièrement, donc on va dire que la valeur moyenne, alors on avait déjà parlé de l'inégalité de la moyenne. Alors la valeur moyenne c'est 1 sur b moins a, l'intégrale entre a et b de f de x dx. Donc on va dire que ça c'est vraiment, ça on l'interprète comme étant la moyenne de f sur l'intervalle ab. Donc c'est une moyenne. Donc si vous vous rappelez, si vous avez une fonction discrète, d'accord, si vous avez une certaine suite qui prend un nombre fini de points, donc si vous voulez calculer la moyenne, vous allez sommer toutes les valeurs prises par la fonction, puis diviser par le nombre par n. Hein. Et donc c'est vraiment la même chose. Donc là, donc l'intégrale, on peut le voir aussi comme étant une sommation continue. Donc on l'interprète comme étant une sommation continue. Et ça c'est 1 sur b moins a, c'est la longueur, en fait, l'amplitude de l'intervalle. Voilà.
Alors, étant donné f, petit f et grand f de fonctions définies sur un intervalle i à valeur complexe ou réelle, donc on va dire que grand f est une primitive de petit f lorsque grand f est dérivable sur i et de plus f' égale à f, égale à petit f. D'accord? Donc la dérivée de grand f égale à petit f. Donc ceci est déjà vu, on en a déjà parlé pas mal de fois. Alors, l'ensemble des primitives de petit f sera noté primitive sur l'intervalle i de f. D'accord? PI de f. Alors là, je rappelle un théorème que nous avons déjà abordé dans le premier trimestre. C'est le théorème de Darboux qui affirme que l'image d'un intervalle, l'image d'un intervalle par la dérivée d'une fonction dérivable est un intervalle. Et donc, la dérivée d'une fonction qui est bien dérivable, vérifier le théorème des valeurs intermédiaires. Et donc, par conséquence du théorème de Darboux, une fonction f qui ne vérifie pas le théorème de valeur intermédiaire, ça veut dire que si l'image de f n'est pas un intervalle, alors cette fonction n'admet pas de primitif. Parce que là on pose vraiment pas de conditions sur petit f, d'accord, sur petit f. Donc f est une fonction quelconque, il va admettre une primitive s'il existe une fonction f dérivable telle que f' égale à f. Voilà, alors l'ensemble des fonctions, l'ensemble des primitives d'une fonction f donnée, c'est une primitive bien donnée, c'est une primitive bien connue, plus une constante, plus n'importe quelle constante. D'accord, donc c'est le translaté d'une fonction. Bon, c'est pas translaté, mais f plus une constante. Donc il est unique à une constante près. Alors pour ce faire, donc prenons par exemple f une fonction qui est une fonction primitive de f. Alors on aura en fait que g' égale à f' égale à petit f. Et donc g' moins f égale à 0. Et puisque g moins f' égale à 0 et on travaille dans un intervalle, alors la primitive, l'unique primitive de 0, c'est lambda. D'accord? Ce sont les fonctions constantes. Et donc, on aura que g égale f plus lambda. Voilà, pardon. Là, comme conséquence de ce théorème, donc si f est une fonction, si f admet une primitive grand f sur i, alors il va exister un seul et unique primitive g de petit f, tel que qui vérifie la condition initiale g de t0 égale à y0, et ceci c'est vraiment ceci est vraiment le problème de Cauchy associé à l'équation différentielle y' égale à petit f et la condition initiale y de t0 égale à y0. Voilà, alors le théorème principal de cette vidéo, c'est vraiment le théorème que les anglophones, les anglo-saxons appellent Fundamental Theorem of Calculus. Donc c'est le théorème fondamental de l'analyse. Alors c'est un théorème que nous avons déjà énoncé dans la partie primitive et intégration et que nous n'avons pas démontré. Je vais essayer de donner la démonstration aujourd'hui. Donc étant donné une fonction f continue sur un intervalle i à valeur réelle ou complexe, alors f admet une primitive. Alors f admet une primitive sur i, et de plus, quel que soit t0 dans i, quel que soit y0 dans c, un nombre complexe, il existe une unique primitive f, d'accord? Donc la fonction f de t qui a y0 plus qui a t correspond y0 plus intégrale entre t0t et f de u du, et l'unique primitive de f qui prend la fonction y0 en t0, d'accord? Et donc, alors pour ce faire, donc, on va considérer la fonction f de t,
qui est ça, et on va essayer de montrer qu'elle est dérivable et que sa dérivée est la fonction petit f. D'accord? Alors, pour ce faire, donc on va prendre T1 un point quelconque de I, et on va essayer de montrer que f est dérivable en T1. Donc, et que la dérivée en T1, c'est f de T1. Petit f de T1. Donc, c'est pour cela qu'on va calculer la quantité f de T moins f de T1 moins T1 f de T1, module. Donc, f de t moins f de t1, c'est... alors, on revient sur la fonction f de t moins f de t1, donc le y0 part. Donc, ce qui reste, c'est l'intégrale entre t0 et t1, d'accord? Et l'intégrale entre t0 et t. Et c'est ce qui est l'intégrale entre t1 et t de f de u du, moins... Alors, cette quantité-là, c'est... Alors, t moins t1, c'est l'intégrale entre t1 et t de f de t1 du. D'accord, donc T1 ici est une constante. Donc l'intégrale entre T1 et T du, c'est T moins T1. D'accord? Et c'est égal, en fait, par linéarité de la fonction, c'est l'intégrale entre T1, T de f de u moins f de T1 du. D'accord? Par linéarité de l'intégrale. Et c'est inférieur ou égal à l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale de f de u moins f de T1 au module. D'accord? Donc, je fais ici des valeurs absolues ici parce qu'on ne sait pas vraiment est-ce que T1 est inférieur à T ou T est inférieur à T1. D'accord? Donc, on ne sait pas est-ce que l'intégrale est positive ou non, et donc il faut le rendre positif. Voilà. Euh, voilà, et donc puisque f est une fonction qui est continue, donc c'est là où on va utiliser la condition, la continuité. Donc puisque f est une fonction qui est continue sur i, donc il va être continu sur en T1 en particulier. Et donc, s'il est continu en T1, donc pour n'importe quel epsilon positif, il va exister un certain état positif. Il va exister un certain voisinage de T1, tel que, quel que soit u dans le voisinage de T1, f de u moins f de t1 est inférieur à epsilon. Donc f de u moins f de t1 est inférieur à epsilon. Et donc cette intégrale est inférieure à cette intégrale est inférieure à epsilon fois t1 moins t fois t moins t1 ou t1 moins t. Donc c'est ça. Voilà. Donc l'intégrale de f de u moins f de t1 est inférieure à t moins t1 fois epsilon. Alors, on divise par t-1. Ici, on divise par le module de t-1. Donc, on obtient que f de t moins f de t1 sur t-1 moins f de t1 est inférieur à epsilon. D'accord? D'ici. Et c'est là on la majeure par t-1 fois epsilon. Et donc, ceci veut dire quoi? Ceci, c'est vraiment la dérivabilité de grand F en T1 et la dérivée égale à f de T1. Parce que epsilon ici est positif quelconque. Et donc, grand F est une fonction qui est bien dérivable en T1 et f' de T1 égale à f de T1. Et par la convention que nous avons déjà posée, donc il est clair que f de T1 c'est y1 l'intégrale entre f de T0 égale à y0 plus l'intégrale entre T0 et T0 c'est 0 de f de u d. D'accord? Et donc f de T0 égale à y0. Alors je passe. Donc la continuité de le théorème précédent, c'est une fonction de le théorème précédent est une fonction est une condition qui est essentielle, qui est fondamentale. Donc par exemple, si on prend la fonction f de t égale à 1 si t égale à 0 et 0 partout. Donc c'est une fonction qui est continue par dessous, c'est pas une fonction qui est continue, mais la fonction f, si vous calculez la fonction f, c'est une fonction qui est nulle, d'accord, pour y0 égale à 0 et pour t0 égale à 0. Donc c'est une fonction qui est bien nulle et donc c'est une fonction qui est bien dérivable, mais la dérivée c'est pas du tout la fonction petit f, d'accord, c'est pas du tout la fonction petit f et donc grand f c'est pas une primitive de petit f parce que la fonction elle est dérivable, sa dérivée c'est 0 mais petit f c'est pas du tout nul carrément.
Donc là, c'est juste le théorème fondamental. Bon, ça, c'est juste une petite interprétation. Donc là, on a la fonction qui est bien continue. D'accord? Là, on a la fonction qui est bien continue. L'intégrale de 0 à x ou de a à x de f de t. Donc cette R représente vraiment la courbe, la fonction primitive de f qui s'annule en a. Bon, voilà. Alors, comme exemple, donc là, on va essayer d'utiliser dans cet exemple l'inégalité, donc le théorème que nous avons, qu'on vient d'aborder, le théorème fondamental de l'analyse et l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, étant donné une fonction f définie sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle, donc on a, s'il est de classe 1, donc f de 0 avec f de 0 égale à 0, avec la condition f de 0 égale à 0, alors f de t, et on peut la représenter comme étant l'intégrale entre 0 et t f' de u du. Donc f', c'est une fonction qui est bien continue. Sa primitive c'est f. Et donc la fonction f de t égale à l'intégrale entre 0 et t f' de u d. D'accord? Donc si on enlève au carré, donc f de t ou f de u au carré, c'est l'intégrale entre 0 et t de f' de la quantité au carré. Et donc voilà, donc en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz entre f' et 1, donc on obtient c'est l'intégrale de 1 au carré entre 0t, puis l'intégrale entre 0t de f' de u d. D'accord? Au carré. Alors, donc, on obtient en fait l'intégrale entre alors f de t au carré est inférieur à t fois l'intégrale entre 0 et 1. Donc là, on majore l'intégrale entre 0 et t par l'intégrale entre 0 et 1 parce qu'on ajoute en fait l'intégrale entre t et 1, c'est une quantité qui est bien positive. De f' de u au carré, d'accord? De f' de u au carré. Alors on intègre les deux inégalités, les deux côtés de l'inégalité. Donc on obtient en fait que l'intégrale de f de t au carré est inférieure à 1 demi fois l'intégrale entre de f' de u au carré du. C'est une inégalité très célèbre, très connue. Donc cette inégalité s'appelle en fait l'inégalité de Poincaré euh, pour, pour l'espace des fonctions continues, pour l'espace des fonctions de classe C1. D'accord. Alors là, je reviens sur le théorème toujours. Je reviens toujours sur le théorème fondamental de l'analyse. Alors, que se passe-t-il si on remplace, par exemple, comme dans cet exemple, si on remplace généralement une fonction, la condition continuité, juste par la condition continuité par morceau, pour la fonction grand f. Donc, alors, si f, petit f est juste continu par morceau, alors grand f de x, qui est l'intégrale entre a et x de f de t dt, alors ce qu'on peut dire, c'est que cette fonction est juste continue. On ne peut pas affirmer vraiment que la fonction est de classe est dérivable. D'accord? C'est un peu plus que continue, mais bon. Alors, étant donné AB en n'importe quel segment, d'accord, on va prendre AB n'importe, donc on va essayer en fait de montrer que la fonction est un peu plus que continue, ça veut dire qu'il est localement Lipschitzian, hein, localement Lipschitzian. Donc il est vraiment très 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 proche des fonctions dérivables. Mais bon, c'est une fonction qui est localement lipschitzienne. Pas du tout lipschitzienne, mais localement lipschitzienne. Ça veut dire qu'il est lipschitzienne sur n'importe quel segment. Alors, on va prendre n'importe un segment quelconque. Donc, f est une fonction qui est continue par morceau sur le segment AB, en particulier parce qu'il est continu par morceau sur I. Donc, il va être borné sur AB par une certaine constante qu'on va noter MAB. D'accord? Et donc, quel que soit x et y dans le segment AB au carré, dans le segment AB, donc avec, voilà, on va prendre x inférieur strictement à y.
Alors, on a f de y moins f de x n'est autre que, alors par définition, l'intégrale entre a et x moins l'intégrale entre a et y moins l'intégrale entre a et x de f de t dt, qui n'est autre que l'intégrale de f entre x et y de f de t dt, qui est inférieur, alors module de l'intégrale est inférieur à l'intégrale de module de f de t. Alors f est une fonction qui est bien bornée par, majorée par m, sur le segment bien sûr xy qui est inclus dans le segment AB. Et donc on va la majorer par la constante m et l'intégrale entre entre x et y, c'est y moins x. Hein? C'est y moins x ou c'est module de y moins x, c'est la même chose. Et donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que f de y moins f de x, on obtient finalement qu'il est inférieur à la constante, à cette constante-là, fois y moins x. Ça veut dire que la fonction, notre fonction, est lipschitzienne, d'accord, localement, sur l'intervalle AB, sur le segment AB, elle est m AB lipschitzienne. Et donc, elle est bien une fonction qui est continue. Voilà, donc je dis qu'une fonction, donc si notre fonction est juste une fonction continue par morceau, alors son intégrale représente une fonction qui est bien, qui n'est pas du tout dérivable, mais elle est localement lipschitzienne. Voilà. Alors là, un théorème pour le calcul d'intégrale, d'accord, donc ce que nous avons déjà abordé jusqu'à maintenant, c'est juste les propriétés de l'intégrale, les inégalités de l'intégrale, ainsi de suite, mais bon, on n'a pas vu jusqu'à le moment une méthode pour calculer cette intégrale, cette théorie d'intégrale, d'accord. Et donc voilà, donc le théorème de calcul d'intégrale, c'est, étant donné f une fonction qui est continue, sur l'intervalle i, si grand f désigne une primitive de f, de petit f, alors l'intégrale entre a et b de f de t dt n'est autre que f de b moins f de a. Et si vous vous rappelez, ceci était la définition de l'intégrale au sens des primitives. Hein? C'était la définition au sens de l'intégrale des primitives. Et donc là, on met un lien entre les deux théories d'intégration et donc on fait vraiment la même chose. D'accord? Et donc on fait vraiment la même chose. Alors pour ce faire, donc f de t en fait égale par exemple f de a plus l'intégrale entre a et petit t de f de u du. D'accord? Donc c'est parce que c'est une primitive. Donc d'après le théorème fondamental de l'intégration, donc f de t égale à, avec la condition de la continuité bien sûr, donc f de t égale à f de a plus l'intégrale entre a et t, f de u du. Et donc, si vous calculez f de b moins f de a, donc vous remplacez ici b, donc là c'est l'intégrale entre a et b, donc f de b moins f de a, c'est l'intégrale entre a et b de f de u du. Et c'est tout, hein, et c'est le théorème. Et donc là, on a vraiment le lien entre les deux théories d'intégration. Et à ce stade, on fait appel aux techniques de calcul d'intégrale, d'accord, à toutes les techniques de calcul d'intégrale, y compris les techniques changement de variable, intégration par partie, décomposition en éléments simples, ainsi de suite, d'accord. Donc tous les techniques que nous avons déjà abordées dans le cours intégration des fonctions continues. Hein. Alors, que se passe-t-il pour une fonction qui est continue par morceau? Donc, le théorème est vrai pour les fonctions continues, mais bon, on est en train de traiter les fonctions continues par morceau. Alors, étant donné une fonction qui est continue par morceau f sur un segment AP, donc il va exister une certaine subdivision sigma subordonnée à f, et donc f restera à x plus 1 est une fonction qui est continue. Fi, alors on va noter son prolongement continu sur l'intervalle x et plus 1 fermé par fi. Donc fi coïncide avec f sur l'intervalle ouvert, d'accord. Il nous coïncide juste que
peut être sur xi plus 1, et donc ils ont le même intégral, parce qu'ils diffèrent juste en 2 points, et donc ils ont le même intégral, mais alors ici l'intégrale f de t dt, et ici fi de t dt, pardon. Alors, mais fi, c'est une fonction qui est bien continue sur le segment xi plus 1. D'accord, sur le segment, sur l'intervalle, sur le segment fermé xi plus 1, qui va jouer le rôle de AB ici, hein, de le théorème de le théorème fondamental de l'analyse. Et donc, par le théorème fondamental de l'analyse, si on note grand fi, c'est la primitive de petit fi, donc c'est l'une des primitives de petit fi, donc l'intégrale entre xi plus 1 de f égale à fi de xi plus 1 moins fi de xi. Et donc, l'intégrale de f, qui est la somme des intégrales des fi, ou c'est la somme des intégrales entre xi plus 1 de f, va être la somme de fi xi plus 1 et moins fi de xi. Ça veut dire quoi? Si je veux calculer l'intégrale d'une fonction continue par Monceau, donc il suffit de chercher une subdivision subordonnée à f. Il suffit aussi de connaître une primitive de notre fonction de la restriction en chaque petit intervalle. Et à ce stade, il suffit de calculer cette somme-là. D'accord? Il suffit de calculer cette somme-là. Et donc, si vous calculez cette somme-là, vous allez trouver l'intégrale de notre fonction. Donc, c'est la méthode pour calculer l'intégrale d'une fonction qui est continue par Monceau. Donc, étant donné une fonction continue par Monceau, je veux calculer l'intégrale entre a et b. Donc, je discrétise l'intégrale à des petits intervalles où la fonction f est continue. Et là, j'utilise le théorème fondamental de l'analyse, ce théorème-là, d'accord, ce théorème de calcul. Et donc, bien sûr, j'utilise les méthodes d'intégration, comme je viens de dire, intégration par partie, changement de variable, puis les théorèmes, la décomposition en éléments simples. Donc, ce sont vraiment les trucs que nous avons déjà vus, les techniques que nous avons déjà vues pour le calcul d'intégrale. Et donc là, c'est comme ça qu'on calcule une intégrale d'une fonction continue par Monceau. Voilà. Alors maintenant, étant donné une fonction qui est... Donc, alors ça, c'est le lien entre une fonction de classe C1 et une fonction et sa dérivée. Donc, si f est de classe C1, donc c'est juste une traduction du théorème, du théorème fondamental de l'analyse. Donc, si f est de classe C1, f' est une fonction qui est continue. Et donc, sa primitive c'est f, et donc on obtient directement que f de t égale f de t0 plus l'intégrale entre t et t0 de f' de u du. D'accord? Donc, ceci est juste une conséquence directe du théorème fondamental de l'analyse. Alors, on écrit ce théorème juste pour, voilà, pour dire une petite autre chose. C'est juste pour démontrer ce théorème. Hein. Alors, l'inégalité des accroissements finis, donc c'est une généralisée, c'est une inégalité que nous avons déjà abordée dans le cours des fonctions dérivables, je crois, si je me rappelle bien. Alors, étant donné une fonction f et g, deux fonctions de classe C1, et tel que module de f' est inférieur à g', alors on aura en fait que f de b moins f de a est inférieur à g de b moins g de a, quel que soit a et b dans i. D'accord? Donc je l'ai déjà démontré ce théorème, mais là on va donner une autre démonstration, un peu vraiment plus simple que la démonstration que nous avons déjà donnée dans le cours des fonctions dérivables. Alors, voilà, donc étant donné A et B, on va supposer que A inférieur strictement à B, donc f de B moins f de A, en utilisant ce théorème-là,
en utilisant ce théorème-là, ou le théorème d'intégration, donc c'est l'intégrale entre a et b de f' de u, du. Mais l'intégrale de f', le module de l'intégrale est inférieur à l'intégrale du module de f' de u du. Et module de f' est inférieur au module de g', à g', d'accord? Donc, est inférieur, donc module de f' est inférieur au module de g' par croissance de l'intégrale aussi. On aura en fait cette inégalité-là. Puis l'intégrale entre de g', entre a et b, c'est par le théorème d'intégration, du calcul d'intégrale, c'est g de b moins g de a, tout simplement. Et c'est g de b moins g de a. C'est g de b moins g de a parce que g ici est une fonction qui est bien croissante parce que g' est une fonction qui est positive. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.